Allez-y, donc on commence. Donc généralement, nous avons terminé le chapitre sur les pointeurs. La semaine dernière, nous avons déjà commencé le chapitre sur les structures. C'était avec l'autre groupe qui avait le tour de présence. Mais ça n'empêche pas, donc je vais commencer avec vous à partir du chapitre sur les structures. Hein, d'accord? Je ne vais pas refaire ce que nous avons fait la semaine dernière sur les pointeurs. Donc d'ailleurs, ceci sera déposé sur la plateforme aujourd'hui ou bien demain, Inch'Allah. C'est déjà enregistré et tout, donc ce sera déposé sur la plateforme. Je n'ai pas encore déposé quoi que ce soit sur la plateforme, mais durant cette semaine, il y aurait le TP, il y aurait les séries des TP, il y aurait aussi les cours et aussi les cours expliqués en audio. Hein, d'accord? Alors, maintenant, ce sont les structures. Hein. Pour les SMI, ils ont déjà commencé donc ce truc, plus ou moins. C'est parce que ça n'existe pas dans le cahier de charge, mais toujours le professeur qui se charge de faire ceci, il commence déjà les structures, mais ça n'empêche pas. Donc, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, maintenant, ce que c'est qu'une structure. Donc, généralement, le terme structure, qu'est-ce que ça veut dire structure à votre avis? Indépendamment de la programmation classique. Une structure. Hein? Une structure, comme son nom l'indique, c'est un ensemble d'éléments. C'est une composition. Hein? D'accord? Une structure, on peut dire que c'est une composition, on peut dire que c'est un ensemble d'éléments qui entrent dans une organisation, si vous voulez, ou bien quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça revient à la même chose. Donc, nous avons un ensemble d'éléments, bien nous avons une composition. Quand on dit une composition, donc nous avons des composants, donc on revient toujours sur cette notion d'éléments. Mais on ne va plus parler d'éléments, mais il y a une terminologie un peu plus particulière pour ceci dans le langage C. Jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait, les structures que vous avez déjà vu les structures, hein, d'accord? Mais vous avez vu des structures qui sont très basiques, très classiques, comme les tableaux. Les tableaux, c'est une structure. Pourquoi? Parce c'est une composition d'éléments. C'est plusieurs éléments qui sont mis juxtaposés, d'une manière juxtaposée dans la mémoire, hein, c'est-à-dire collés une case à l'autre. Donc, c'est une structure. Mais c'est une structure qui est statique, c'est une structure qui n'est pas dynamique, c'est une structure dont, ce qui est très important, c'est dont les éléments sont du même type. Hein, d'accord? Ça, c'est obligatoire pour les structures, c'est que, pour les structures tableau, c'est que les éléments sont du même type. C'est pourquoi on déclare un tableau avec un type. Si je le déclare avec un type int, je ne peux pas y stocker des valeurs qui sont double, float, char et ainsi de suite. D'accord? Je n'ai le droit que de stocker ce qu'il y a les valeurs qui ont le même type. Or, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il se trouve que dans un tableau, je veux mettre un mélange de variables ou bien de valeurs qui ont des types qui sont différents. D'accord? Ou bien manipuler des variables qui sont composées de plusieurs éléments. D'accord? D'ailleurs, un tableau, c'est une variable. Je veux aussi, par exemple, une variable qui s'appelle étudiant. Hein, d'accord? Dans l'étudiant, il y a le nom, c'est une chaîne de caractères, c'est un tableau de chaîne de caractères. Il y a l'âge, c'est un entier. Il y a un tableau de notes, par exemple 6 notes de type double ou bien float. Vous voyez, il y a un mélange. Hein, d'accord? Pour un étudiant, il est caractérisé par différents éléments. Par exemple, le numéro d'apogée, le nom, le prénom et ainsi de suite. Mais si vous allez remarquer, ils sont de types différents. Le langage C n'est pas trop limité pour rester dans les types qui sont prédéfinis. D'accord? Comme le int, float, double et ainsi de suite. Il vous permet, puisqu'on ne veut pas tout contourner dès le début, on donne la possibilité au programmeur de lui-même créer des types qui lui conviennent. Hein? D'accord? Donc, dorénavant, vous n'êtes plus dans la mesure d'utiliser uniquement les types qui sont prédéfinis, par exemple int, float, double, char,
long, insigne, et ainsi de suite, donc tous les types que vous connaissez. Mais vous allez même créer des types que vous nommez vous-même. Vous pouvez créer un type qui s'appelle étudiant, vous pouvez créer un type qui s'appelle ville, vous pouvez créer un type qui s'appelle faculté, vous pouvez créer un type qui s'appelle voiture, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez cette possibilité dans le langage C. Ça existe dans les autres langages aussi, mais ce qui nous concerne, nous, c'est le langage C. La possibilité qui permet de faire ceci, c'est ce qu'on appelle les structures. D'accord? Donc, une structure, c'est un ensemble d'éléments qui entrent dans une composition pour former un seul élément vers la fin. Quand on dit numéro d'apogée, le nom, le prénom, les notes, et ainsi de suite, donc ça, ce sont plusieurs éléments qui permettent d'identifier un seul élément qui est étudiant. D'accord? Donc, je peux déclarer, j'ai le mécanisme avec lequel je peux créer une variable qui s'appelle étudiant. Hein? Je vais créer une variable qui s'appelle étudiant, un type plutôt qui s'appelle étudiant, et faire ce qu'on appelle instancier des variables. Quand je fais int n, j'instancie une variable de type int. Quand je fais double x, j'instancie une variable de type double qui s'appelle x. De la même manière, je peux créer un type étudiant et en instancier des variables. Par exemple, E1, E2, E3, E4, ainsi de suite. Ce sont des variables qui vont stocker des valeurs qui s'appellent étudiants. Quand je dis qu'ils vont stocker des valeurs qui s'appellent étudiants, par exemple, quand je déclare une variable int x, par exemple, je fais comme ça, int x, donc x est susceptible de stocker une seule valeur de type int. D'accord? Par contre, quand je vais utiliser le type structuré qui s'appelle structure, par exemple étudiant, il est susceptible de stocker les valeurs qui composent sa structure. D'accord? À savoir, par exemple, la valeur du numéro d'apogée, la valeur de son nom, la valeur de son prénom, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tout ceci, nous allons le voir dans ce chapitre. Donc, l'utilité de ce chapitre, d'une manière grosso modo, c'est que parfois, et généralement, c'est ce qui arrive, donc nous sommes devant des situations où les types qui sont prédéfinis, par exemple int float, double, ne font plus l'affaire. Donc, il faut vraiment un mécanisme qui permet de créer d'autres types de votre choix. C'est ce qu'on appelle les structures. D'une autre manière, je redis qu'une structure, c'est un ensemble d'éléments qui composent un type que vous-même, vous allez définir. Et cet ensemble d'éléments, d'accord, les éléments qui composent une structure, c'est ce qu'on appelle généralement des champs, d'accord, des champs de la structure. Par exemple, le numéro d'apogée, c'est un champ. Le nom, c'est un champ. Le prénom, c'est un champ. Pour une voiture, par exemple, il y a la marque de la voiture, il y a le modèle, il y a le matricule, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments qui sont différents, qui jouent le rôle de composer ou bien de structurer un seul élément qui s'appelle voiture. D'accord? Donc, ceci d'une part. D'une autre part, nous allons entrer, généralement après cette introduction, dans la syntaxe des choses. Comment je vais utiliser le langage C pour définir sa structure et aussi comment définir ses champs. D'accord? Parce que qui dit structure dit un ensemble de champs. Hein? D'accord? Si vous remarquez, il y a je parle d'étudiant, je parle de voiture et tout ceci. Donc ça, c'est quoi? C'est le nom que je donne à la structure. N'importe quelle structure possède un nom. D'accord? Et le mot-clé qui permet de créer ou bien d'identifier des structures dans le langage C, c'est le mot-clé struct. D'accord? C'est le mot-clé struct. C'est en anglais, bien évidemment, qu'on pouvait remarquer dans le langage C en programme. Donc, les mots-clés qu'on utilise, print, f, scan, f, for, while, ainsi de suite, c'est de la terminologie anglaise. Alors, la syntaxe, c'est la suivante, ce qui est écrit en bleu. D'accord? Donc, il y a le mot-clé struct. Je donne un nom à ma structure. Par exemple, le cas de
étudiant, d'accord? J'ouvre les accolades et entre les accolades, je mets les déclarations des champs. Les déclarations des champs en utilisant des types prédéfinis. Ce n'est pas toujours obligatoire. On peut utiliser des types structurés à l'intérieur des structures, comme on va le voir par la suite. Mais pour le moment, nous allons commencer par des types qui sont prédéfinis. Hein, d'accord? Une structure qui s'appelle, dont les types qui la composent sont des entiers, des réels, des chaînes de caractères, et ainsi de suite. On pourra voir un exemple, comme on va le voir par la suite, dans une structure où nous allons appeler une autre structure. Comme le cas dans étudiant, je peux faire la date de naissance. D'accord? Je dois déclarer une autre structure qui s'appelle date, dans laquelle je vais mettre les 3 champs, le jour, le mois et l'année. D'accord? Et je vais utiliser le type date dans la structure étudiant et mettre la variable date de naissance de type date. Donc ceci, on va le voir au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, ce que vous devez retenir, c'est que pour une structure, j'écris struct, le nom de la structure, j'ouvre les accolades, je mets les types. Pour le moment, nous allons commencer par les types qui sont prédéfinis, donc ce sont des déclarations, ce n'est pas les types. Déclarations comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Je ferme l'accolade et je mets un point virgule. Hein, d'accord? C'est une déclaration en quelque sorte, c'est une définition en quelque sorte. Généralement, c'est une instruction. D'accord? Donc, c'est de la manière suivante. Donc, dans cette remarque, si remarque qui est important, c'est que le nom d'une structure n'est pas un nom de variable. Hein? Le nom d'une structure, ce n'est pas un nom de la variable, mais il permet de définir un type. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je déclare une structure qui s'appelle étudiant, mais pour instancier des étudiants, je mets étudiant E1, étudiant E2. Donc E1, E2, E3 sont des variables. Ce n'est pas étudiant qui est une variable. Hein? D'accord? Comme exemple, voilà, donc ici, ça c'est pour étudiant. Je déclare, bien je définis un type qui s'appelle étudiant, dont les champs sont composés par âge, moyenne et le nom. D'accord? Donc l'âge de type int, moyenne de type float, qui est la moyenne de cet étudiant-là, et un tableau de char qui va composer son nom. D'accord? Donc, une telle déclaration ne fait pas de réservation. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas instancié des variables. Hein. C'est un type, mais il ne fait aucune réservation. Comme int ne fait pas de réservation, float ne fait pas de réservation, double ne fait pas de réservation. Mais par contre, quand je mets comme ça, int x, il permet de faire une réservation. D'accord? Pour la déclaration des variables, nous avons plusieurs possibilités de le faire. D'accord? Par exemple, si je veux instancier des variables qui ont des types de sa structure, je peux utiliser la manière suivante. Il y a une autre manière qu'on va faire par la suite. C'est-à-dire que ici, je structure un type, mais il y a une autre manière pour le définir. D'accord? Pour l'utiliser directement. Pour pouvoir écrire étudiant E1, point virgule, je dois procéder à une autre manière, comme on va le voir par la suite. C'est en utilisant, donc je vous le dis dès maintenant, en utilisant le mot-clé typedef. D'accord? Ceci, on va le voir. Mais pour le moment, on ne va pas utiliser typedef, mais on va utiliser toute l'expression struct, puis le nom de la structure. Struct, le nom de la structure. Par exemple, struct étudiant, struct voiture, struct nœud, struct matière, ça dépend. Hein, d'accord? Donc, comme il est le cas ici, j'utilise struct, le nom de la structure, puis le nom de la variable. Par exemple, pour notre cas, struct étudiant E1, struct étudiant E2. D'accord? On peut utiliser E1, E2, E3 directement, d'accord? Mais on va le voir avec typedef par la suite. Donc, comme il est écrit en bleu en bas, donc c'est struct, le nom de la structure, puis on peut faire plusieurs variables en les séparant par des virgules par la suite. Donc, on peut initialiser, maintenant ce sont les champs, hein, d'accord? Ici, vous avez, soit vous pouvez écrire comme ça, soit vous pouvez écrire
égale à 13, d'accord? Donc aussi c'est juste, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc une structure, elle contient plusieurs éléments. Pour initialiser un élément qui est structuré, une variable de type cette structure, je dois initialiser tous ces champs. D'accord? Si je veux le faire dans la déclaration, c'est possible. Hein? Je peux le faire de la manière suivante. Struct étudiant, ET, qui reçoit. Donc, je mets toutes les valeurs correspondantes à l'ordre des champs en les séparant par des virgules. Comme il est le cas, vous pouvez juste vous en rappeler en l'assimilant à l'initialisation d'un tableau. D'accord? Vous mettez les valeurs d'un tableau à l'intérieur des accolades en les séparant par des variables. C'est la même chose ici pour la variable structurée ET. Comme j'ai le droit d'écrire aussi X qui reçoit 13 dans une instruction après cette instruction, d'accord? Je peux le faire aussi pour chaque champ de la structure. Pourquoi donc? D'ailleurs, dans la structure, par exemple, ici, j'ai la structure qui s'appelle étudiant. Étudiant, elle est connue par 3 champs. D'accord? Donc, il a par exemple un âge, il a un nom, il a par exemple une moyenne. D'accord? Donc, ici, donc ça c'est âge de étudiant, nom de étudiant. Comment j'écris ceci? Âge de étudiant, nom de étudiant, c'est en utilisant le point. D'accord? D'accord. Supposons ici que j'ai déclaré une variable E1, d'accord? Donc je fais E1 point âge, E1 point nom, et ainsi de suite. D'accord? Donc j'utilise le point de redirection qui permet de faire le cheminement vers les éléments de ma structure. Donc pour initialiser les champs, comme j'ai le droit de le faire avec des variables comme ça, je peux le faire avec des champs parce que des champs sont aussi des variables, en utilisant le point de redirection, puis le signe d'affectation, et je mets la valeur correspondante. Comme vous le voyez ici, je peux initialiser champ par 22. Je peux même utiliser printf et scanf. D'accord? Je peux même utiliser le printf et le scanf comme vous pouvez l'utiliser dans les autres instructions dans le langage C. Ici, comme on peut déclarer une variable de type étudiant, on peut déclarer un pointeur aussi de type étudiant. D'accord? Un pointeur aussi de type étudiant. Parce que nous avons vu les pointeurs la dernière fois, nous avons vu que pour un int, je peux déclarer une variable, je peux déclarer un pointeur qui pointe sur cette variable, automatiquement il aura le même type. D'accord? La même chose est valable dans les structures. Hein? Je peux déclarer un pointeur, je lui donne le type structuré, mais pour accéder au champ de cet élément-là, je n'utilise plus le point de cette manière. D'accord? J'utilise la flèche. D'accord? J'utilise la flèche comme vous le voyez ici. Par exemple, P, donc il reçoit la note. Donc je déclare un pointeur P de type struct étudiant. Puis on accède au champ de la structure via ce pointeur en utilisant la flèche. D'accord? C'est comme ça, donc P, flèche, note. On peut aussi garder le point au lieu de la flèche, mais à ce moment-là, nous devons utiliser l'étoile P. C'est normal, c'est parce que la dernière fois dans le cours des pointeurs, nous avons vu que soit on utilise le nom de la variable, soit on utilise étoile le nom d'un pointeur sur cette variable, ça revient à la même chose. D'accord? Ça, nous l'avons vu la semaine dernière et même la semaine d'après. Par exemple, ça c'est X. Je peux déclarer int étoile P. Donc P, je mets
la référence de x, soit j'utilise x, ça c'est la même chose que utiliser étoile p. Hein. C'est pourquoi si je vais mettre étoile p point note, pour le cas des pointeurs, ça va aller aussi. D'accord? Mais ici, il faut faire attention, c'est avant d'utiliser un pointeur, il faut l'initialiser. Hein? Comme nous l'avons vu les dernières fois, on peut l'initialiser, donc c'est une case mémoire, donc on l'initialise par un emplacement qui peut stocker. Nous avons vu la dernière fois la fonction malloc pour pouvoir initialiser ceci, surtout quand on connaît le type. Par exemple, le type int, il est codé sur 4 octets, float 4 octets, double 8 octets, ainsi de suite. Si on ne connaît pas le type, on utilise sizeof. Le sizeof est aussi valable, mais vous n'avez pas le choix. Hein. C'est la seule manière avec laquelle on peut récupérer la taille d'un type structuré. C'est impossible de savoir la taille du type étudiant, parce que c'est un mélange entre des entiers, des réels, ainsi de suite. Hein. Donc, vous utilisez sizeof et vous en sortez d'une manière tranquille. Hein. D'accord? Comme vous le voyez ici, on utilise sizeof, puis le type. Avant, on utilisait int, float. Ici, nous allons utiliser struct, puis le nom de la structure. Par exemple, ici, struct étudiant. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez voir qu'on peut utiliser les choses soit avec pointeur ou bien sans pointeur. Donc, en haut, c'est sans pointeur. Donc, je déclare une structure, comme vous le voyez. Donc, toujours les structures, ça c'est une remarque très importante. Les structures, on les déclare en dehors de toutes les fonctions. D'accord? Prenez cette habitude, c'est une très bonne habitude. On déclare, par exemple, ici, étudiant est déclaré en dehors du main. Hein, je déclare la structure étudiant. À l'alléchant, par exemple, âge, nom, note, comme nous l'avons déjà vu. Je déclare deux variables, une qui est simple et l'autre c'est un pointeur. Donc il y a ET et il y a le pointeur PET. D'accord? Ici, donc printf, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit je peux utiliser les manières suivantes pour l'affectation, soit utiliser le printf et le scanf. Donc ça, c'est un exemple pour utiliser le printf et le scanf. Comme vous pouvez le voir, donc on utilise le est commercial, puis le nom, toujours l'astuce, c'est ça. D'accord? Et on travaille d'une manière à l'aise, normale, comme on avait l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Pour le cas des pointeurs, donc on utilise l'adresse de P-ET, puis flèche. Hein. La flèche pour dire que c'est un pointeur. Hein. On utilise un pointeur. Des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Des questions? Les types structurés, c'est très important avec les pointeurs. C'est tout ce que nous allons utiliser depuis aujourd'hui. Hein? Pour les structures de données, les listes chaînées, les piles, les fils, les arbres et tout, d'accord? Vous êtes obligé de passer par les structures. Hein? Une autre remarque, c'est que ici, dans la structure qui s'appelle étudiant, on peut aussi mettre des pointeurs. Ce n'est pas uniquement des variables qui sont normales. Hein. Ici, vous voyez uniquement âge, note, nom et ainsi de suite. À l'intérieur, on peut même mettre les pointeurs aussi. Hein. Ceci, surtout que, par exemple, d'accord, je peux avoir 3 étudiants et je veux faire un chaînage des étudiants. Hein. D'accord? Donc celui-là, il fait référence à celui-là, l'autre, il fait référence à l'autre. Étudiant, elle est connue par plusieurs champs. D'accord? Donc, je dois déclarer tous les champs, nom, prénom et tout. Et je dois ajouter un pointeur qui va stocker quoi? Qui va stocker l'adresse de l'étudiant vers lequel il va faire le chaînage. Ceci, nous allons le voir certainement dans le chapitre suivant sur les listes chaînées. D'accord? Nous avons un élément structuré, tous les champs, puis il y a un pointeur parmi ces champs-là qui permet de faire la liaison vers l'élément suivant. Et l'élément suivant, c'est un élément structuré. D'accord? Donc, on a déclaré des pointeurs
qui prennent ce type-là. Par exemple, comme vous le voyez ici, c'est struct étudiant étoile PET. Vous pouvez avoir la même déclaration à l'intérieur de la structure. D'accord? Maintenant, c'est la composition des structures, comme je l'ai dit au début. D'accord? Je peux déclarer aussi à l'intérieur, parmi les champs d'une structure, une autre structure. Comme vous le voyez ici pour la date. D'accord? Donc, par exemple, ici, je déclare une structure. Je peux déclarer autant de structures que je veux. D'accord? Struct étudiant, struct date, struct filière, struct département, ça dépend. D'accord? Je peux déclarer ce que je veux de structure. Mais il suffit, bien évidemment, deux structures ne peuvent pas avoir le même nom. C'est normal. Et les autres choses, peu importe. Par exemple, ici, dans la structure qui s'appelle date, il y a les trois champs qui sont J pour le jour, M pour le mois et A pour année, c'est-à-dire une date est connue par ces trois éléments-là. Et dans la structure étudiant, j'ajoute, d'accord, une date qui s'appelle D1, d'accord, et je la déclare de type struct date, comme vous le voyez ici. D'accord? Une petite chose qui s'ajoute, pour accéder à un champ d'une structure, je le fais comme ça. D'accord? Par exemple, je veux accéder au jour de cet étudiant. Le jour, c'est un élément de D1. Donc, je dois avoir D1.J. Et tout ceci, c'est un élément de étudiant. Donc, je vais faire étudiant.D1.J. La même chose pour M, la même chose pour les autres. D'accord? Voilà, donc ça c'est aussi important. Une autre chose qui est très importante, c'est dans l'utilisation des structures. Nous avons vu comment déclarer des variables, d'accord? Nous avons vu comment déclarer des pointeurs. On peut aussi déclarer des tableaux, d'accord, qui ont ce type-là, d'accord? Comme vous le voyez ici, on peut créer un tableau de structure. Par exemple, je veux créer 30 étudiants, d'accord? Par exemple, j'ai dans un groupe SMA, j'ai 30 étudiants. D'accord? Donc, je peux le créer de cette manière. Donc, struct, étudiant, bien évidemment, puis SMA, je donne le nom du tableau, puis la taille du tableau, ça vous le connaissez. D'accord? On peut accéder au remplissage du tableau. C'est parce que ici, quand on dit les éléments du tableau, les éléments du tableau sont des étudiants. Et dans chaque case d'étudiant, il y a les sous-éléments aussi. Il y a le nom, l'âge, il y a aussi la moyenne. On peut aussi voir même la date aussi d'une manière composée aussi. Donc, par exemple, donc, vous pouvez le voir de cette manière. Par exemple, donc ça sont les éléments du tableau. D'accord? Donc, je peux avoir, donc ici, ça c'est pour le nom. Je peux avoir ici, ça c'est pour la moyenne. Je peux avoir ici, ça c'est pour l'âge. Je peux avoir ici, si vous voulez, donc d'autres éléments. Par exemple, ici, par exemple, si c'est le jour, ici le mois, et ici l'année, si vous voulez, comme nous avons vu tout à l'heure. Hein. Donc chaque élément, il est comme ça. Voilà, donc pour accéder à un champ d'un élément de ce tableau, on utilise plutôt le nom du tableau avec l'indice, point le champ. Par exemple, ici, je veux accéder à l'âge de la deuxième case. Hein? D'accord? On vient pour la première case. Donc, je peux accéder à cette case-là. D'accord? En faisant T. D'accord? Puis ici, ça, c'est 0. D'accord? Point. Âge. Si je veux accéder à ceci, donc, je dois mettre ici D1.J pour ceci. D'accord?
Donc, l'arithmétique des pointeurs, déjà vu au chapitre des pointeurs, reste valable. C'est-à-dire que si je veux faire l'addition d'un entier, d'accord, à un pointeur de type structure, donc je multiplie cet entier par la taille. Je ne peux pas la connaître, d'accord, donc je dois la récupérer avec size of. Donc, je fais size of struct étudiant, par exemple, et je multiplie ceci par l'entier que je veux additionner à ce pointeur-là. Hein. C'est la même chose pour donc, tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Voyons donc cet exemple-là. Donc, je déclare un pointeur P, et je déclare un tableau SMA. C'est clair? Groupe 1, d'accord, de taille 30. Donc ici, on peut faire l'initialisation du tableau. Donc c'est une boucle avec printf et scanf. Donc ce qu'il y a dans les points ici, donc c'est dans le commentaire. Donc je peux initialiser le pointeur par l'adresse de l'élément qui existe dans la case 20, d'accord? C'est-à-dire le 21e élément. Donc je peux faire donc un affichage de l'âge qui existe dans la case 20. Hein? D'ailleurs, on commence par 0, c'est parce qu'on dit 21. D'accord? Donc, voyons, donc c'est la même chose ici quand je fais pp++, d'accord? Donc, il permet de pointer sur le 22e élément. C'est normal, c'est parce que c'est un tableau. Hein? D'accord? Donc, il passe, donc nous l'avons vu dans les pointeurs avec les tableaux. Donc, P++, donc c'est P plus 1. Il a été dans P dans 21, donc il sera dans 22. Mais le contenu, ça sera la taille du 21 plus la taille de la structure. D'accord? Donc la même chose pour la suite. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons à ce que j'ai dit au début aussi, c'est le mot-clé typedef. D'accord? Donc typedef permet de définir un type, comme son nom l'indique. Typedef, définir un type. D'accord? Donc, typedef permet de ne plus utiliser struct. Au lieu d'utiliser struct étudiant, je vais définir ceci comme étant un type. D'accord? Et l'utiliser par exemple comme int, comme float, comme char, et ce qu'on va voir par la suite. Donc, en effet, si on déclare struct personne, d'accord? Donc, les déclarations de variables se feront par struct personne P1, P2, donc ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Mais si nous avons, alors que si on déclare, donc la syntaxe c'est comment? C'est on utilise typedef devant struct. Typedef, struct. Donc, je définis un type structuré qui s'appelle personne. Je définis un type structuré qui s'appelle étudiant. Pour notre cas, c'est pour personne. Hein, d'accord? Donc, je définis un type structuré qui s'appelle personne et par la suite, je peux mettre personne P1, P2 comme je veux. La même chose ici, donc je peux le faire pour étudiant, je peux le faire pour tous les types structurés. Donc, tout d'abord, tout à l'heure, nous avons utilisé struct, le nom de la structure et les champs. Donc, ce que je vais ajouter, c'est uniquement typedef. Soit je le mets dans la définition du type, ou bien je peux le mettre par la suite. Je peux mettre struct, comme nous avons vu au début, et ensuite, je peux faire typedef. Donc, struct étudiant, je vais donner un autre nom par la suite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc le deuxième cas, c'est ce qui existe en bas. D'accord? Il y a, voilà, donc ici, je peux définir un type structuré, par exemple, typedef personne, d'accord? Étoile P personne. Donc ici, étoile, donc ici P personne, type pointeur vers struct. Hein, d'accord? C'est un type pointeur qui pointe sur, bien qui fait référence sur une structure. Et je vais utiliser P personne comme type, comme vous le voyez ici en bas.
Donc, je n'utilise plus personne. Pourquoi? C'est parce que je n'ai pas utilisé typedef dans la définition de la structure. Hein? Soit je peux utiliser ceci comme ça, donc c'est pas vraiment. Donc, comme vous le voyez, soit j'utilise typedef struct person, comme nous l'avons vu ici, en bas, et je vais utiliser personne comme type, d'accord? Mais ici, personne, c'est avant le point virgule, ou bien je peux mettre directement typedef personne, étoile p-personne, et je vais utiliser ce type-là, d'accord, comme étant le type des variables, je ne vais plus utiliser personne, d'accord? Voilà un exemple pour un peu comprendre déjà donc ce truc-là. Ah oui, donc ici c'est pour les structures et les fonctions. Pour les structures, donc dorénavant, donc, nous allons voir des exemples où on va utiliser typedef dans les différentes situations. Maintenant, c'est pour les structures et les fonctions. Nous avons vu que donc, les fonctions avec les variables qui sont normales, qui sont simples, tout ce que nous avons dit sur les variables qui sont simples est valable sur les variables qui sont structurées, qui sont composées. D'accord? Je peux, autrement dit, je peux faire dans les parenthèses, dans les paramètres d'une fonction, des variables qui sont composées. Je peux avoir une fonction qui retourne une valeur dont le type est composé. D'accord? Dans le return, je peux faire quelque chose qui est composé aussi. Donc, tout ce que nous avons dit sur les fonctions avec les variables qui sont simples, on peut le dire avec les variables et les fonctions avec les variables qui sont structurées. Par exemple, ici, nous revenons sur le type étudiant. Comme vous le voyez, donc typedef struct, j'utilise le type étudiant. Donc, je peux, par exemple, tout à l'heure, nous avons fait l'initialisation comme ça. Nous l'avons vu avec printf scanf. On peut faire une fonction d'initialisation. Hein, fonction qui permet d'initialiser les valeurs d'un champ. Comme vous le voyez, ici, je passe une variable E1. Je veux initialiser les variables bien le champ de E1 par des valeurs. Comme vous le voyez, donc on peut le faire comme ça. Donc, E1.âge reçoit 20 et ainsi de suite. D'accord? Et dans le main, je peux appeler la fonction initialisée. Je lui passe la variable de type étudiant. D'accord? Et bien évidemment, donc les champs de E2 seront 20, 15,5 et la note aussi, donc il va afficher donc l'âge qui est égal et la note va afficher. Voilà, donc ceci sera affiché aussi avec la fonction initialisée parce que printf est appelé à l'intérieur de initialiser. C'est clair ici? Est-ce que c'est clair? Dans les paramètres de la fonction, on peut passer aussi des pointeurs. Hein, comme nous avons vu la semaine dernière sur les fonctions et les pointeurs. Donc, on peut passer des pointeurs qui sont structurés. D'accord? Comme vous le voyez ici, E1, c'est un pointeur. Et bien évidemment, puisque c'est un pointeur, donc on va utiliser des flèches, comme vous le voyez ici. Et dans l'appel, je peux appeler l'adresse. Donc, je fais un passage par adresse de E2. Pourquoi? Parce que j'ai programmé une fonction avec, dont les paramètres, c'est un pointeur. D'accord? Une autre chose, c'est le type de retour, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? C'est le return. Une fonction peut retourner un résultat d'un type structuré. D'accord? Comme vous le voyez ici, c'est la fonction qui s'appelle opposé. D'accord? Donc, je lui donne un couple, d'accord, qui est, voilà, donc un couple d'éléments, et il me rend l'opposé, c'est-à-dire le moins.
d'accord, d'une manière toute simple. Donc, je déclare ici une variable, bien un type structuré qui s'appelle couple, qui a deux champs, A et B. Et je vais, donc ici, je n'ai pas utilisé de type def, puisque cette fonction retourne un type structuré. Dans le type de retour, je dois mettre struct, le nom de la structure. Comme vous le voyez ici, struct couple. D'accord? Puis le nom de la fonction. Et entre parenthèses, je lui passe l'élément structuré pour lequel je veux l'opposer. Par exemple, ici c'est S. Donc il est de type couple. D'accord? Je peux déclarer une variable intermédiaire qui va recevoir donc cet opposé-là et faire l'afficher. Donc elle doit avoir aussi le même type. Donc c'est pourquoi je déclare Z aussi de type struct couple. D'accord? Et dans les champs de Z, puisque Z il est de type couple, donc Z il a A, il a aussi B. D'accord? Donc c'est-à-dire A de Z va recevoir l'opposé de A de S et Z et B de la variable Z va recevoir l'opposé de B qui existe dans S. Et je vais faire un return Z. Dans l'appel, donc c'est simple comme vous avez l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Et un exemple qui est très proche de celui-là, il sera dans le TP avec les nombres complexes. D'accord? Un nombre complexe est défini par la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, vous devez définir une structure qui a les deux champs, d'accord? La partie imaginaire et la partie réelle. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus?